Pour l'invitation. Je remercie l'Université de Béjaïa de me recevoir aujourd'hui. Merci. Merci à vous d'être autant présents, c'est tout à mon honneur. Et sans trop tarder, on va directement commencer ensemble. On va essayer de se promener un peu en Algérie, faire une petite promenade architecturale. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui est tiré d'un travail de partage que je mène déjà depuis 3 années autour de l'architecture algérienne, autour de l'architecture en Algérie. Et ce qu'on va voir aujourd'hui est un extrait d'un condensé d'un travail un peu plus important qui se nomme les 101 projets d'architecture en Algérie. Alors, ça avance pas. Ça avance pas. Excusez-moi, oui. On est obligé de libérer nos responsables de la faculté. Donc, merci d'être venus. Et à la prochaine. Et surtout, les deux responsables, monsieur le vice-recteur et le vice-doyen. Merci beaucoup. C'est la même. Au revoir. Sabré, désolé. Il n'y a pas de souci. Alors, je disais que ce qu'on allait voir aujourd'hui est un extrait d'un travail un peu plus complet qui s'appelle les 101 projets d'architecture en Algérie, qui est une balade culturelle, architecturale à travers notre grand et beau pays. Comment est organisé ce travail-là? Il est organisé par famille, par thématique. Donc, par exemple, on va discuter de maisons traditionnelles, on va discuter de bâtiments de culte, d'hôtels, également d'espaces et parcs de loisirs, de salles d'exposition, etc. Donc, d'une façon très surfacique, on va pas aller dans le détail, c'est pas le but, mais c'est une façon un peu d'aborder, de survoler un peu l'architecture qu'on trouve en Algérie. Donc, sans trop tarder, on commence directement avec première famille qui sont les maisons traditionnelles, villas et palais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par moment, je vais faire des arrêts sur image et on va essayer ensemble d'essayer de découvrir, enfin, vous allez me proposer ou me dire où se trouvent ces lieux-là. Commençons par le premier habitat. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous dire qu'est-ce que c'est? Faut parler fort parce que j'entends pas. Une khayma, oui. Une khayma comment? C'est l'habitat Touareg. C'est une khayma, oui, mais c'est c'est l'habitat traditionnel Touareg qui se trouve sur une surface de 14 à 16 mètres carrés et qui est réalisé, en toile tendue faite à partir de peau de chèvre. Ils appellent ça en tamatchek le ehan. Donc elle est tendue sur des potelets en bois et c'est un habitat qui est nomade, donc qui est destiné à être déplié et déplacé en fonction des nomades, enfin en fonction des toilettes qui se déplacent d'une région à une autre. On passe à un autre type de maison traditionnelle. La maison de Ouedsouf, c'est la maison à coupole, c'est une maison qui est à cour, mais c'est une maison aussi c'est une maison qui est réalisée traditionnellement à partir de la pierre de Lous, la rose de sable. Et la coupole par-dessus, elle a un rôle, en dehors de son rôle thermique, elle joue aussi un rôle pour que le sable comme c'est des régions qui ont beaucoup de vent de sable, c'est pour que le sable ne se tasse pas par-dessus. Donc elle joue aussi un rôle fonctionnel. Vous l'appelez comment, maison kabyle? Akhan, voilà. Ses caractéristiques? Alors, il faut parler fort, parce que comme ça je puisse interagir avec vous. C'est des maisons à pierre, des maisons de forme rectangulaire, perpendiculaires aux courbes de niveau, et c'est des maisons avec des toitures. Et pourquoi avec toiture? Voilà, très bien. Mémorisez cette photo parce qu'on va aller après, on va parler un peu plus loin, on refera référence à cette photo-là. Donc mémorisez cette photo-là.
Vous connaissez? Alors c'est une maison ronde, c'est pas une maison traditionnelle, c'est un concept de nouvelle maison, un peu maison écologique, qui se trouve à Tindouf, dans les camps de réfugiés sahraouis, et qui est réalisée à partir de recyclage de bouteilles en plastique. Donc ces bouteilles en plastique, elles sont remplies de sable, et elles servent de construction pour ces maisons rondes. Le monsieur qu'on voit ici, qui s'appelle monsieur Habib Barika, c'est un réfugié sahraoui qui se trouve à Tindouf et qui a mis en place ce concept de maison ronde. Donc pour information, cette maison qui est là, qui fait à peu près 15 mètres carrés, est construite à partir de 6000 bouteilles en plastique. Donc là, on voit que ça peut nous donner des idées dans l'architecture, la réutilisation, dans le recyclage. Donc ça peut nous donner des idées. La maison également, elle est ronde. Pourquoi? C'est par rapport à un souci, comme c'est des régions qui connaissent beaucoup de vent de sable, donc c'est pour que le sable ne s'accroche pas à la construction. Donc c'est la forme arrondie, un peu elle évade le sable. Le blanc, c'est pour réfléchir le soleil. Il y a une double, bon on le voit pas ici, mais il y a une double toiture, donc c'est pour une circulation de l'air. Et il y a 2 aérations hautes et basses pour pouvoir faire ventiler l'aération à l'intérieur de l'habitation. Actuellement, il y a des universités en Italie qui font des recherches avec ce monsieur-là pour comment développer ce concept, qui est très écologique. La maison contemporaine algérienne. Ses caractéristiques. La maison inachevée. Mais visuellement, c'est quoi ces caractéristiques? C'est la brique apparente, les poteaux apparents, les aciers en attente, des paraboles sur les toits, une citerne d'eau. C'est une réalité. Donc si ces maisons, si beaucoup de maisons algériennes sont comme ça, c'est qu'il y a un besoin quelque part. Bon, on en rit, nous, en tant qu'architectes, parce que d'un point de vue esthétique, c'est pas beau. Mais il y a des anthropologues, des sociologues qui ont fait des études sur ça. Et la maison, c'est une maison qui est inachevée, parce que c'est en fonction de l'évolution de la famille. La famille, en fonction de cette évolution de la famille en fonction, si par exemple un enfant se marie, donc il construit un étage, ainsi de suite, et en fonction aussi des ressources économiques de la famille. Et ça, on le retrouve dans l'habitat traditionnel. Donc si on voyait tout à l'heure, par exemple, la maison Kaby ou la maison Oued Souf, c'est un module, et en fonction que la famille s'agrandit, l'enfant va construire une maison à côté, mais sur un plan horizontal. Sauf que là, ça se fait sur un plan vertical. Donc c'est pas prêt de changer, je pense. Mais vous, en tant qu'étudiant, en tant qu'architecte, on devrait se poser la question, pourquoi pas créer un concept algérien en se référant à ça, en analysant la réalité, et pourquoi pas développer un concept qui soit propre à nous, qui marie ces deux choses-là. Ça, c'est une maison à Alger, une maison contemporaine qui a été construite en 2006-2008 par l'architecte Alia Bengana. Et je vous disais tout à l'heure, souvenez-vous de la maison kabyle. Donc ici, l'architecte, elle a repris un peu des éléments de l'architecture kabyle, notamment avec le socle en pierre, de pierre sèche ici, qui vient de Kabylie. Et entre autres, également ici, avec les pissettes, ou avec ici par exemple les appliques en tuiles en terre cuite. L'architecte ici, bon, elle a travaillé, c'est une maison en R+1 qui se trouve dans une orangerie en terrasse et avec des palmiers en arrière-plan qui sont des palmiers centenaires. Donc elle a voulu s'intégrer au site et mettre en valeur par exemple ici un palmier à travers l'escalier par une verrière. Elle a utilisé tout un système pour pouvoir récupérer les eaux de pluie, pour pouvoir arroser l'orangerie qui est juste à côté. Mais aussi, elle a utilisé des matériaux naturels, comme on voit ici, par exemple, pour la pergola, qui est recouverte de canis. Et elle a fait usage aussi de jarres kabyles. Elle a créé une atmosphère, une terrasse, une pergola qui est assez intéressante. Vous en pensez quoi? C'est pas beau? Et là, on fait un focus sur la pergola, ou sur la terrasse, enfin sur la pergola, et pour vous citer d'autres exemples de pergola, par exemple.
La pergola, c'est un espace à vivre, surtout en période estivale. Généralement, c'est en terrasse ou sur les toits. Là, on le voit par exemple sur une maison d'hôte à Territ, qui est recouverte ici de canis. Ici, c'est une école qui est un préau d'école. Donc, il y a toute une pergola par-dessus en métal. Ou plus bas, c'est pour un restaurant à Boussaada. Donc, vous voyez comment on peut interpréter comment on peut créer des espaces avec des matériaux différents, mais avec un usage agréable. Donc, ça peut vous servir dans vos conceptions, dans vos recherches. Là, on passe à une autre... promotion immobilière. La Casbah d'Alger, ça se trouve il y a à peu près 50 villas sur un terrain, je ne me rappelle plus très bien, de 3 hectares, je crois. Ça s'appelle la résidence Helios. Et ici, l'architecte s'est inspiré de la Casbah pour créer... Vous entendez là? Alors, ce qu'on voit ici... Il y a le son, d'accord, très bien. Donc là, ce qu'on voit, c'est que... Donc là, il n'y a pas de véhicule qui rentre. En fait, tout se passe... il y a un parking souterrain. Et l'architecte a créé des ruelles piétonnes. Il a reconstitué un peu des atmosphères de la Casbah. Avec des patios, des palmiers. On retrouve même sur le langage architectural, on retrouve par endroits des rebos, on retrouve des éléments, des coupoles, des patios. Même les villas à l'intérieur, chaque villa est différente de l'autre. Donc il y a vraiment une mixité architecturale. Et ça nous change, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir des styles, des architectures avec... C'est des architectures qui se rapprochent plus de notre identité. Pour information, l'architecte, c'est pas un Algérien, c'est un Français. Donc, c'est l'agence Brossy et Associés. Là, on passe à un autre exemple, qui est une villa. C'est une maison atypique à Blida. Donc, s'il y a des enseignants qui connaissent sûrement l'architecte ici, vous avez fait les pots, je crois, donc vous devez connaître Azouz. Il a été votre prof. Très bien. Il a été mon prof aussi. Donc, M. Azouz, c'est un architecte c'est un ancien enseignant à l'époque je pense qu'il y a 40 ans de carrière. Il a dû construire plus de 80 villas. Il est très connu sur Blida et son architecture est très reconnaissable. Donc, il a son propre style architectural. Après, on peut aimer ou ne pas aimer. Mais lui, il travaille beaucoup avec la géométrie. Donc, c'est des formes géométriques en rotation, en mouvement. Et lui, il appelle ça la théorie des contrastes. J'étais avec lui dernièrement, donc c'est lui qui m'a... Oui, mais c'est un très bon... Il est toujours aussi passionné et amoureux de son métier. Et ce qui est bien dans ce qu'il fait, bon, ça c'est une maison récente, de 2021. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il donne beaucoup d'importance aux murs de clôture. Vous voyez, les maisons en algérienne, toutes les maisons algériennes ont des murs de clôture systématiquement. Et pour lui, le mur de clôture est une miniaturisation du projet. Donc, peut-être il passe autant de temps à concevoir le mur de clôture qu'à concevoir la maison. Vous arrivez à suivre avec moi? Vous avez compris le principe. C'est-à-dire, nous, la tendance... En tant qu'architecte, bon, on s'attarde sur la maison, mais sur le mur de clôture, on laisse à la dernière minute, on le fait de façon très simple, on monte un mur de 3 mètres de haut et c'est bon. Or on devrait, dans notre réflexion, intégrer le mur de clôture dans notre conception. Et c'est ce qu'il fait, cet architecte-là, c'est ce qu'il réalise. Alors ça, c'était ce qui concernait les maisons traditionnelles, les maisons, les villas. Là, on passe à un autre chapitre, enfin une autre rubrique, d'autres exemples, qui sont les écoles et les universités. Là, on a sélectionné quelques exemples. Et là, pareil, on fait un arrêt sur image
Et on va vous laisser deviner c'est où. On va essayer les étudiants. On va voir les étudiants s'ils connaissent ou pas. Vous connaissez? Bon, les gens qui ont fait les pauses sont obligés de connaître. C'est l'école nationale d'agronomie qui se trouve à Al-Harrach, construite en 1905 dans une architecture néo-mauresque et dans un cadre paysager magnifique. Donc, Inch'Allah, vous aurez l'occasion d'aller sur Alger. Bon, les gens qui veulent aller à l'Épau un jour, c'est juste à côté, donc c'est collé à l'Épau. Il faut vraiment rentrer à l'intérieur et visiter parce qu'il y a vraiment toute une atmosphère de paysage qui est vraiment très apaisante, mais aussi une architecture qui est très inspirative. Donc à la base, c'était un terrain, enfin l'école s'est développée sur 200 hectares, c'est énorme, mais après avec le temps, il y a notamment l'école d'architecture, il y a eu une cité universitaire qui a été construite dans l'enceinte de ce campus. Là, on l'a vu cette image tout à l'heure, ça c'est un préau d'école. C'est une école française à Del Ibrahim, à Alger. C'est une école primaire. Et ça change un peu des écoles qu'on a l'habitude de voir. Donc tout ce qui est classe, c'est fait d'une façon orthogonale, mais l'espace qui est au milieu, l'ellipse, c'est une bibliothèque. C'est un espace ludique. Donc ils ont voulu changer. L'architecte ici a voulu créer donner une touche de couleur pour rendre un peu la bibliothèque un peu espace ludique. On retrouve notamment une architecture avec beaucoup de brise-soleil sur les fenêtres. On voyait l'exemple là du préau qui joue un rôle d'ombrage et en même temps un rôle sécuritaire parce que comme c'est une école étrangère, donc il y a des bâtiments qui donnent juste à côté, donc ils voulaient se protéger les enfants par rapport à éventuellement des jets de projectiles par les bâtiments. Là, on passe à une autre famille qui est la famille des bâtiments culturels. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans les bâtiments culturels, généralement? Il faut parler plus fort, parce que j'entends pas. Oui, des musées, des bibliothèques. Voilà. Il y a tout ce qui est art aussi, tout ce qui est artistique, ça fait partie des bâtiments culturels. Alors, là, pareil, on va faire un arrêt sur image et vous allez me dire, pas deviner ça c'est où, mais me dire ça c'est quoi. Sans lire. C'est un instrument de musique, oui. Qui s'appelle? Alors, c'est l'imzad. C'est un instrument de musique monocorde. Touareg, qui est joué exclusivement par les femmes Touareg. Donc si un homme joue avec, il lui arrive une malédiction. Alors pourquoi on a commencé par cet instrument-là? Parce que ça réfère à l'endroit qu'on va visiter maintenant, c'est Dar Imzad. C'est un espace d'échange culturel qui se trouve à Tamanrasset. Ça c'est sa porte d'entrée. Et qui sert à promouvoir cet instrument-là, et c'est un instrument qui avait tendance à disparaître, et là, avec notamment cet institut-là, ils encouragent à maintenir cet art-là, cet instrument-là, entre autres, mais également à enregistrer des musiques touareg, à réaliser des concerts, etc. Donc l'imzad, pour information, c'est un instrument inscrit en 2013 par l'UNESCO sur la liste représentative culturelle immatérielle de l'humanité. Là, vous allez voir. C'est ça, c'est celui de l'imzad, un violon à une corde joué uniquement par les femmes touareg, notamment en Algérie. D'après la tradition, les hommes ne peuvent en jouer au risque d'être maudits. Mais aujourd'hui, l'instrument est quelque peu tombé dans l'oubli. Kaoulen a la... Alors Dar Imzad, qui se développe sur 10 000 m², qui se trouve à Tamanrasset, contient entre autres un musée, contient une médiathèque, un studio audiovisuel, des scènes de concert, et c'est aussi un village des artistes ouvert à toutes les nationalités.
On passe à un autre exemple. Qui est la bibliothèque Mouloud Firaoun, qui se trouve à Alger, à Tilimlé, conçue par l'architecte l'Arbi Marham. Et c'est un petit projet qui fait à peu près 800 mètres carrés. Et d'ailleurs, l'architecte dit à son sujet que c'est mon plus petit projet, mais ma plus grande réussite. Donc c'est un bâtiment qui a été construit à l'emplacement d'un bâtiment qui avait été détruit lors du séisme de 2003. Il y a une entrée basse et une entrée haute. Et il y a un jeu de volume transparent et plein. Et là, on voit sur la façade, l'architecte a repris les œuvres les expressions artistiques de Mondrian. Alors, Mondrian, c'est un artiste peintre on le retrouve dans le bâtiment, ils utilisent beaucoup ces éléments-là. On passe à un autre bâtiment, et là, on va faire un arrêt sur image, et vous allez me dire, ça, c'est où? Oui. Comment? Comme il a dit, c'est Al-Qantara. Al-Qantara, ça se trouve à Biskra. J'ai mis cette photo-là parce que vous voyez ce petit passage-là. Bon, pour les gens qui ont été à Al-Qantara, en venant de Betna par exemple et en allant vers Biskra ou en venant de Biskra en allant vers Betna, il y a toute une chaîne montagneuse qui se dresse dans le paysage, une chaîne rocheuse, comme un mur. Et il y a un seul passage qui est ici. Le seul passage pour pouvoir traverser cette chaîne montagneuse, c'est ce qu'on appelle Al-Qantara. Et dans ce paysage-là, on retrouve ce petit bâtiment. Il fait à peu près 24 mètres carrés. Qui est le plus petit bureau de poste en Algérie, construit en 1937. Il est toujours en activité, hein, la poste est toujours en fonction. Vous trouvez ça comment? C'est beau? C'est mignon. Ça s'intègre. C'est beau, c'est mignon, ça nous parle, ça s'intègre bien, en dehors de la couleur, hein, en dehors du jaune et bleu. Donc c'est un bâtiment qui a été construit en 1937, ça a toujours été une poste et c'est toujours en activité, tant mieux. Bon, en blanc c'était mieux, hein, donc c'est mieux qu'en jaune. Et c'est l'un des rares bureaux de poste qui a été illustré dans un timbre en 1975 et dessiné par l'artiste Béchir Yelles. Vous connaissez Béchir Yelles? C'est un artiste. Béchir Yelles, c'est un artiste qui à l'origine, c'est lui qui a conçu la forme d'Al-Maqam Shahid. Et c'est aussi lui il a fait beaucoup de choses. Hein. Il est aussi à l'origine de l'esthétique du palais de la culture Mufti Zakaria. On passe à autre chose. Ce qu'on appelle, c'est du mobilier urbain. C'est ce qu'on appelle les bibliothèques de rue. C'est des choses qui sont assez simples. Hein. Donc là, on voit par exemple, c'est à Betna, c'est un arrêt de bus dans lequel il y a une bibliothèque. Là, c'est à Al-Bayyad. Ici, je crois que c'est à Mila, dans un parc. Le concept, il est simple. Donc, vous venez, vous servez gratuitement d'un livre, à condition que vous rapportez avec vous un autre livre. Donc, c'est une façon d'inciter les gens à lire. Et, alhamdoulilah, quand on voit on dit que les Algériens ne lisent pas, mais c'est fou. Hein, quand on va à la foire du livre à Alger, je crois que c'est l'événement qui attire le plus de monde de toutes les fois. Donc les Algériens c'est les gens qui aiment lire, et ça c'est des initiatives citoyennes qui se développent un peu de partout, notamment en Kabylie, on le voit dans les villages, hein, ils insèrent des petites boîtes comme ça, des boîtes à lire, et les gens se servent et lisent. Donc là ça a été fait par des associations, mais ça peut être très bien imaginé par un architecte. Donc pourquoi je vous montre ces photos-là, c'est que il faut savoir que l'architecte doit être capable de concevoir de la fourchette à la ville. Donc, on ne va pas dire qu'on ne se limite pas, nous les architectes, à concevoir juste des bâtiments neufs, mais vous devez être capable de réaliser tout. Et ça peut demain être un sujet d'étude pour vous.
dans votre vie professionnelle ou vie d'étudiant, pourquoi pas, et développer des concepts semblables, pourquoi pas. Ça va, vous arrivez à suivre? C'est clair, c'est pas... Alors, on passe à une autre famille qui est la famille des bâtiments de culte. Donc, les bâtiments de culte, c'est quoi? Mosquée, synagogue, mausolée, cimetière. Et là, on va parler d'une mosquée ou d'une église, je ne sais pas, qui se trouve là. À votre avis, c'est quoi? C'est une mosquée ou une église? Une mosquée. Et à l'origine, selon vous, c'était une mosquée ou une église? Une église? Eh bien non. Ça a toujours été une mosquée. Elle est récente, elle date de 1981. Elle a été inaugurée en 81. Mais ce n'est pas une mosquée comme on a l'habitude de voir. C'est différent, ça change. Là, l'architecte, il s'est inspiré des motifs berbères. Moi, je ne sais pas lire le berbère, mais je ne sais pas si ça, dans l'alphabet berbère, ça veut dire quelque chose. Mais normalement, ça renvoie à tout ce qui est feuilles de palmier. Donc l'architecte, il a proposé avec tout ça dans sa conception. On retrouve tous ces détails qui sont repris notamment ici, par exemple, dans les arcades d'entrée. Vous voyez, par exemple, ici, dans le portant de l'éclairage. À l'intérieur, on va le voir dans les... Enfin, j'ai pas la photo, mais à l'intérieur, même dans les chapiteaux, dans le mihrab de la mosquée, il a repris ces éléments-là. Les coupoles ne sont pas rondes, enfin, elles ne sont pas en sphériques, mais elles sont pyramidales, avec un éclairage zénital. Le minaret, il est orienté ouest. Et on retrouve même par un moment, on retrouve des éléments de l'architecture subsaharienne. Enfin, la mosquée de Djenné, entre autres, avec les petits piquets métalliques, là. Et donc, c'est un exercice c'est un exercice qui est très intéressant, qui a été une étude qui a été faite par cet architecte-là. C'est un architecte qui a osé. Moi, je trouve que c'est un architecte qui a osé changer un peu les codes des mosquées qu'on a l'habitude de voir. Et selon vous, vous savez qui est cet architecte? Abdelrahman Bouchama. Abdelrahman Bouchama, vous connaissez ou pas? Abdelrahman Bouchama, c'est un grand architecte algérien. Je crois que c'était le premier architecte algérien après l'indépendance. L'architecte qui a réalisé beaucoup en Algérie, notamment l'université de Kharrouba, l'université islamique de Kharrouba. Il a fait plusieurs mosquées également, notamment la mosquée Kawthar à Blida, la mosquée à Le Biar de Kennedy. Mais aussi, il a construit beaucoup de... Il a fait également l'ambassade du Brésil, la villa, qu'on appelle ça, la villa Théard. Mais aussi, en France, de Lyon, d'Iran, je ne sais pas, mais du Brésil, c'est lui. L'ambassade du Brésil, la villa Théard, c'est lui qui l'a réalisée. Et également, il a fait plein d'instituts islamiques dans toute l'Algérie. Après, avec le temps, ils ont été transformés en lycées. Donc, je ne sais pas à Béjaïa est-ce qu'il y en a, mais en tout cas, dans toutes les villes, il y a des instituts islamiques qui sont devenus des lycées par après. Et donc, il s'est aventuré dans une nouvelle architecture pour les mosquées. Là, on passe à autre chose. Donc, c'est pas en Algérie, c'est en France, sur le bassin d'Arcachon, et c'est la chapelle de la villa algérienne. Ça s'appelle comme ça, la villa algérienne en Aquitaine. Et là, le propriétaire, qui était un Français qui a vécu en Algérie, quand il s'est installé là-bas, il a voulu réaliser une chapelle, mais en utilisant une architecture néo-mauresque, en fonction par rapport à ses inspirations qu'il a eues quand il vivait en Algérie. Donc on retrouve par exemple ici à l'entrée un arc polylobé avec le croissant islamique, avec notamment ici écrit, on le voit pas très bien, mais c'est écrit Marhaban Bekom. C'est une église, hein, c'est une chapelle. À l'intérieur, ça change des chapelles austères qu'on connaît, mais là on voit c'est baigné de lumière, c'est la boiserie en bois, avec des faïences colorées. Donc là, on voit comment l'architecture peut également s'exporter. Bon, elle s'est exportée en Europe pendant la période orientaliste, je pense. Mais là, c'est un bel exemple d'ouverture aussi, un message de paix entre les religions. C'est pour ça qu'on a voulu citer cet exemple-là. C'est
C'est quoi? C'est les mausolées, les zawaya, les marabouts. Il y en a de partout. Quand on sillonne l'Algérie, on les trouve de partout, du nord au sud, d'est en ouest. Là, par exemple, c'est à Bachar, là, c'est à Blida. Généralement, c'est des bâtiments carrés, à plan carré, avec surmonté d'une coupole blanche. Et à l'intérieur, il y a un saint qui est enterré à l'intérieur. On l'appelle Sidi. Et jusqu'à présent, certaines personnes continuent à vénérer ces saints-là. Et ces bâtiments ont inspiré beaucoup les orientalistes, les peintres orientalistes. Donc, ils ont beaucoup peint dessus parce que ça leur permettait, je ne sais pas, c'était dans leur pensée, ça les inspirait beaucoup. On continue. Et là, c'est quoi? C'est un cimetière. Ça change des cimetières qu'on connaît. C'est un cimetière musulman, bien sûr. Hein. C'est un cimetière qui a été conçu par un artiste qui s'appelle Rachid Qureshi, un artiste algérien, qui est très connu également. Et ça se situe dans le château d'Amboise. On appelle ça les Jardins d'Orient, dans le château royal d'Amboise, en France. C'est une attraction, depuis que ce cimetière a été mis en valeur, c'est une attraction touristique énorme. Et là, on a mis la photo de l'émir Abdelkader, parce que dans l'histoire, il faut savoir que l'émir Abdelkader a été exilé dans ce château-là, entre 1848 et 1852. Et pendant son incarcération sur place, pendant son exil, il y a eu 25 membres de sa suite et de sa famille qui sont décédés sur place, qui ont été enterrés sur place. Jusqu'à dernièrement, le cimetière était, bon, pas dire qu'il était à l'abandon, mais il n'était pas mis en valeur. Et l'artiste Rachid Qureshi dernièrement, en 2018, je crois, il a remis en valeur. Et en créant ces socles-là, c'est des socles en pierre d'Alep, de 50 cm de côté, surmontés d'une stèle en bronze. Et sur la stèle en bronze, c'est écrit le nom de la personne décédée. De façon à ce que quand l'ombre se projette sur la pierre, on arrive à lire également le nom. Donc vous voyez un peu comment on peut également, pourquoi pas, travailler et créer des cimetières ou des stèles. Là, bon, pardon, là on passe à tout ce qui est hôtel. Et moi, ce que j'aime bien dans les hôtels, c'est que un hôtel, normalement, ça doit nous parler quand on est un touriste, qu'il soit algérien, enfin un touriste local ou un touriste étranger. Quand on rentre dans un hôtel, l'hôtel doit nous parler. C'est-à-dire on doit être imprégné de la culture, de la région dans laquelle on se trouve. Donc c'est pour ça que là, on va parler de ce bâtiment-là. Et vous allez me dire, ça se trouve où? Oui. À Roufi. Vous connaissez Roufi? L'Algérie, c'est grand, donc il y a beaucoup de choses à connaître et à découvrir. C'est les gorges de Roufi, dans la wilaya de Betna, je crois, ou la wilaya de Biskra. Bon, en tout cas, c'est entre les deux. Betna, ça appartient à la wilaya de Betna, d'accord. Et dans les gorges de Roufi, on retrouve ce vieux bâtiment-là, qui est à l'abandon malheureusement, incrusté dans la roche, qui était à l'époque, jusqu'en 1956, je crois, qui était un hôtel qui appartenait à la chaîne transatlantique, la chaîne d'hôtels transatlantique. Alors c'était un hôtel qui a été construit en 1902, qui comptait 14 chambres. Et il y avait un restaurant, un restaurant, je crois, et juste les chambres qui donnaient directement sur les canyons, sur le canyon de Roufi. Vous allez voir Roufi, vous allez comprendre c'est quoi. Et comme c'est un site montagneux, on n'y accédait pas par voiture à cet hôtel. On y accédait à dos d'âne. Donc on était vraiment immergé dans l'atmosphère. Et le matin, en se réveillant, en ouvrant imaginez avec moi, en ouvrant la fenêtre, la porte de sa chambre, on avait ça. Attendez. Vous voyez ça?
appelle le canyon de Roufi. Pas mal comme expérience. Bon, malheureusement, l'hôtel il est à l'abandon. Parce que pendant la période, pendant la guerre d'Algérie, il y avait des officiers français qui séjournaient Tma et ça a été attaqué par les Moudjahidines. Mais malheureusement, après l'indépendance, il n'y a pas eu une restauration qui a été faite, une réouverture de l'hôtel. La chaîne transatlantique continue d'être présente en Algérie, notamment avec l'hôtel Kardada à Boussaada, qui était aussi partie de la chaîne transatlantique, et aussi l'hôtel Qaïd. Même, je crois que l'hôtel Saint-Georges, enfin non, je ne dis pas de bêtises, mais je crois que c'était aussi la chaîne transatlantique. Ça mérite d'être rénové ou restauré, je pense. Vous en pensez quoi? Voilà. Donc on va passer à un autre hôtel. Et là, l'hôtel El Boustan, je ne vais pas vous dire ça se situe où, mais vous allez me dire qui est l'architecte. C'est Pouillon. Vous connaissez Pouillon? Voilà. Pour moi, c'est un coup de cœur. C'est un hôtel qui se trouve à Al-Menia. Al-Menia, c'est à 250 km au sud de Gardaya, dans une palmeraie. Et Pouillon, c'est comme il sait très bien faire, c'est très bien intégré au site. Bon, c'est un hôtel qui a été restauré dernièrement, enfin, il a été restauré il y a 2 ans ou 3 ans. Donc, il a été construit en 1974, il a été restauré dernièrement. Et comme il sait très bien faire, Pouillon s'est intégré au site, un jeu de volume, ombre et lumière. Mais à l'intérieur, la décoration nous imprègne, nous fait rentrer à l'intérieur de l'architecture, qui nous prépare à l'architecture subsaharienne qui va arriver. On le retrouve ici, par exemple, avec la coupole ici, qui s'inspire un peu de... Il y a un tombeau à Timimoun qui est comme ça, il s'inspire aussi de la mosquée de Géné. Il y a plein de codes qui sont réutilisés, même dans les chambres ici, par exemple, on voit la déco, bien que ce soit une chambre contemporaine, mais il y a ce rappel à l'architecture, le style algérien. Notamment avec le Hanbal en tête de lit. C'est beau, hein? Là, on passe à un autre hôtel qui est récent. Vous voyez les chambres? Les chambres sont thématiques. Chaque chambre est différente. Là, il y a le mythe de la 404 Baché, par exemple. L'hôtel Marsal Kébir, la chambre Marsal Kébir. Et c'est un hôtel urbain sur Alger, comme il se construit maintenant, plein d'hôtels urbains se construisent de partout. Donc, généralement les hôtels urbains, c'est un petit hôtel avec une trentaine de chambres. Sauf que là, la propriétaire, pour se démarquer de la concurrence, comme il y a beaucoup d'hôtels qui se construisent, elle a fait un focus sur les patrimoines et la tradition algérienne. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ici, par exemple, il y a beaucoup de designers qui ont collaboré notamment faut dire CDR, qui ont collaboré dans la conception des chambres et du design. Donc ils ont mis en avant l'architecture patrimoine algérien. On le retrouve également même dans les faïences utilisées dans les salles de bain, par exemple. La façade... c'est aussi différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça vous fait rappeler quoi? Oui, ça fait rappeler un peu le bastion 23, Alger, mais ça fait rappeler aussi il y a un peu du Gardaya dedans. Parce que c'est pas des formes, c'est pas des arcs parfaits, là. On voit c'est des arcs un peu, voilà, comme s'ils étaient faits à la main. Donc là on voit le lobby à l'intérieur. Donc voilà, donc c'est une façon différente de réaliser des hôtels et en poussant la réflexion un peu plus loin et en s'inspirant de notre tradition. C'est quoi selon vous? Oui, c'est la mosaïque, mais c'est quoi? C'est quoi comme... C'est un restaurant. C'est un restaurant qui s'appelle Qahwa ou Garro.
voyez, même le nom, il nous met en essence, quoi. C'est un, c'est un restaurant café dans lequel on sert on sert pas de, c'est pas, on sert des gâteaux algériens traditionnels et dans une ambiance café moderne. Donc voilà. Et ça se trouve à Montréal, au Canada. C'est pas en Algérie. Mais là, l'architecte, il s'est inspiré dans ces mosaïques qu'on retrouve dans le sol et dans les murs, il s'est inspiré de quoi? Des tapis berbères, voilà. Bon, l'architecte, c'est un bureau canadien et ce projet a été lauréat dans sa catégorie en 2021. Il a obtenu un prix pour sa déco. Pourquoi le tapis berbère? Parce que le propriétaire, vous l'aurez compris, le propriétaire est algérien et originaire de Kabylie, donc il voulait transcrire un peu ces traditions dans ce restaurant-là. Vous voyez comment l'architecte a réfléchi, a développé son concept et a fait quelque chose d'unique qui a valu après un prix. Ça vous donne des idées? Alors là, on passe à une autre famille, c'est la famille des bâtiments de santé. Les bâtiments de santé, c'est quoi? Les hôpitaux, les cliniques, voilà. Selon vous, c'est une image de synthèse ou une photo réelle? Synthèse? Réelle. Réelle. C'est une photo réelle, digne des revues d'architecture, comme on voit, TA et AA. C'est à Oran, c'est la clinique, une clinique qui est spécialisée en oncologie médicale, qui s'appelle les Oncopole, l'Espoir. D'ailleurs, le blanc immaculé qu'on retrouve un peu de partout dans cette clinique-là, c'est par rapport un peu au nom qu'il lui a donné, donc l'espoir, comme c'est une maladie lourde, être atteint d'un cancer, donc c'est l'architecte a travaillé tout en blanc pour donner un peu d'espoir aux gens qui viennent se soigner. C'est une agence espagnole qui a fait les études. Et pareil, donc c'est un projet qui a obtenu un prix en 2021 en IF Design pour ce projet. Donc là, il y a une petite vidéo juste un peu pour comprendre les lieux. Bon, la clinique, elle est organisée autour d'une cour, d'un patio. Ils ont eu usage d'utiliser cette paroi perforée. On va le voir, il y a une verrière sur laquelle on peut marcher au milieu Vous voyez la verrière, le patio? C'est baigné de lumière. Elle est longue, donc vous pouvez la voir sur YouTube. Hein, donc, là, on passe à une autre famille, qui est la famille des bâtiments d'exposition et congrès. Et là, pareillement que les hôtels, moi, ce que j'aime bien dans les bâtiments d'exposition, les foires, etc., c'est que, surtout quand une exposition se fait à l'étranger, par exemple, c'est un peu véhiculer l'image du pays qui est invité dans cette exposition. Donc, si l'Algérie expose, par exemple, Fil Kharj, il faut pouvoir apporter un peu d'Algérie sur place. Ou si l'Italie expose en Algérie, il faudrait qu'on retrouve un peu d'Italie en Algérie. Donc là, c'est pour ça que j'ai choisi ici deux exemples qui sont les pavillons d'exposition, enfin, les pavillons d'Algérie aux expositions universelles. Et là, c'est le pavillon d'Algérie à l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Ça vous fait rappeler quoi? Rabdaya et aussi la Casbah.
Alors à l'intérieur, bon, pour savoir, les pavillons d'exposition dans les expositions universelles, c'est des pavillons qui... Bon, l'exposition universelle, c'est des événements qui durent 6 mois généralement. Au bout de cette exposition, les bâtiments sont démantelés, donc ils sont déposés. Et donc à l'intérieur de ce bâtiment-là, qui a quand même reçu 3 millions de visiteurs en l'espace de l'exposition, on retrouvait des ruelles, des dédales, un peu comme des dédales de la Casbah dans lesquels on faisait des haltes et on pouvait un peu, pour les gens qui étaient à Shanghai, qui connaissaient pas l'Algérie, ça leur permettait de découvrir le pays. Et actuellement, il y a, actuellement, il y a l'exposition universelle de Dubaï qui se réalise. Il y a un pavillon algérien également. Vous pouvez faire des recherches et voir comment est fait ce pavillon-là. Là, on passe toujours dans l'exposition universelle. C'est l'exposition universelle de Paris en 1889. Et ça, c'est le pavillon d'Algérie, à l'époque. Ça vous fait rappeler quoi? Oui, ça fait rappeler une mosquée. Donc, en 1889, les gens ne connaissaient pas l'Algérie. C'était, je pense, c'est la première fois que l'Algérie participait à une exposition. Bon, 1889, c'est l'année où la Tour Eiffel a été réalisée. Je tourne à la balle comme dans l'exposition de Paris. La Tour Eiffel, elle a été destinée à être déposée, mais après, elle est restée. Et donc dans ce pavillon-là, bon, l'architecte c'était Balu, c'est un architecte qui a beaucoup travaillé en Algérie, et il s'est beaucoup inspiré. Alors les gens qui connaissent un peu Alger, il y a Jama' al-Jdid, oui, mais surtout Mourabitin, Sidi Abdelrahman, la coupole et le minaret également. Donc, comme il avait beaucoup repris les dessins de Sidi Abdelrahman, donc il a repris ces éléments-là. Ici, on retrouve la coupole, on retrouve le minaret, et le mihrab, c'est le mihrab de Jama' al-Jdid. À l'intérieur, on retrouvait 3 chambres, avec une chambre qui parlait du centre d'Alger, une chambre qui parlait de Constantine, et une chambre qui parlait d'Oran. Également, ils avaient apporté avec eux des plantes venues d'Algérie pour pouvoir faire découvrir aux gens le paysage algérien. Et là, il y a la fameuse boisson algérienne tant aimée. C'est durant cette exposition que cette boisson a obtenu ses premières médailles d'or. Vous voyez dans la bouteille Gazouza Beda, il y a des médailles. Il y a une médaille, entre autres, il y a la médaille obtenue à l'exposition universelle de Paris en 1889. 1878, c'est l'année de création de Hamoud Boualem. Donc, on essaye de faire des fois des rapprochements entre ce qui a été fait. Là, on passe à une autre. Vous arrivez à suivre, c'est bon. On passe à une autre famille. C'est les bâtiments agricoles. Alors, là, il y a une vidéo. Alors, c'est un marché de gros, sur le Jumla, à Ain Dafla, à Bourachet. Ça fait un peu... Ça vous parle un peu ou ça vous fait rappeler quoi? Hein? Ça fait un peu ovni, moi je sais pas, j'aime bien ce projet-là, ça fait un peu ovni la forme utilisée et tout, donc c'est pas mal. Ça se trouve sur l'autoroute Est-Ouest, donc les gens qui vont sur Oran, vous pouvez voir le bâtiment sur votre droite. C'est sur, je crois que c'est sur 10 hectares, c'est énorme, hein. À terme, c'est un bâtiment qui
qui va pouvoir drainer 500 000 tonnes de marchandises, employer en direct 1000 personnes. Et à l'intérieur, donc, on retrouve le marché de gros, donc pour les légumes, fruits et légumes. Et on retrouve également des locaux annexes, donc il y a notamment un hôtel, il y a des banques, il y a, voilà. Donc c'est à terme, c'est ce qui y aura. Le marché est rentré en exploitation, mais pas dans sa totalité. Et donc là, ça nous amène à, si on parle de fruits et légumes, une fois que on achète les légumes, les marchands achètent les légumes au marché de gros, ils vont les vendre où après? Sur la route. C'est un phénomène ambigu de l'économie algérienne. C'est gênant quand on les voit sur le bord de route et ça crée de la circulation, ça bloque, etc. Mais s'ils sont là, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un besoin. Comment? Un patrimoine immatériel, mais surtout un besoin. Surtout un besoin. S'ils sont là, c'est qu'il y a ce besoin-là. C'est que les gens ont besoin ils ont besoin de travailler. Bon, je pense pas que ça les arrange d'être en longueur de journée, rester dehors en plein soleil à respirer les gaz d'échappement. Mais s'ils sont là, c'est qu'à la râle, ils sont obligés de travailler et parce qu'il n'y a pas des lieux appropriés qui ont été créés pour pouvoir, notamment des marchés de proximité, pour pouvoir vendre leurs marchandises. Vous reconnaissez ces immeubles, ces bâtiments-là? Je ne sais pas s'ils ont construit sur Béjaïa ou pas. Ils ont construit ces bâtiments métal qui a construit sur toute l'Algérie, dans chaque commune, un marché de proximité. Ça a dû coûter très cher, mais faute d'études socio-économiques, les bâtiments n'ont peut-être pas été implantés au bon endroit ou leur gestion n'est pas bonne, ce qui fait que ces bâtiments sont abandonnés. C'est le cas ici également. Donc les bâtiments sont abandonnés. Alors, ce qui est bien, bon, ce qu'on va voir après, c'est que parfois, on peut donner une seconde vie à ces bâtiments. Et là, c'est une salle de sport à Chlef qui a été réalisée dans un bâtiment. Vu que le bâtiment ne se louait pas, personne ne voulait aller vendre à l'intérieur des légumes, ils préféraient vendre à l'extérieur parce que c'était pas approprié, et ben la mairie a loué ça à une personne, enfin il y a une salle de sport qui est très connue, qui forme actuellement notamment l'élite pour les Jeux Olympiques d'Oran. Donc vous voyez comment on peut régénérer l'architecture dans des lieux qui ne sont pas forcément conçus pour au départ, faute d'études, ou parce que le temps a changé, et les transformer en autre chose. Ça vous donne des idées? Mais aussi on peut imaginer pour ces espaces-là, un peu structurer ces choses-là, et pourquoi pas créer des concepts pour pouvoir les abriter. C'est quelque chose un peu plus des bornes de vente en bord de route, pourquoi pas. Donc il y a des gens qui ont réfléchi sur ça. Vous en pensez quoi? Là, on passe à autre chose, c'est des paysages, enfin, c'est des éléments que je pense que vous avez l'habitude de voir. C'est ce qu'on appelle les anciennes coopératives agricoles, les khalatom français. Vous les voyez sur les bords parfois, il doit y en avoir ici dans la région, je pense. Donc c'est les anciennes caves coopératives construites à l'ère française. Et ce qui est intéressant à l'intérieur, ce qu'on retrouvait à l'époque, c'était des hangars de stockage de fruits et légumes. Il y avait aussi parfois, c'était fabriquer du vin pour faire de l'huile d'olive. Donc, ce qui est bien dans ces bâtiments-là, c'est que c'est pas un bâtiment classique de charpente métallique. Donc, on retrouve une façade. Donc, le bâtiment est conçu avec une architecture. Donc là, on voit par exemple, notamment ça, c'est à Tizi Ouzou, sur la route entre Tizi Ouzou et Alger. C'est un bâtiment qui s'est inspiré d'une architecture néo-mauresque, enfin qui a créé une architecture néo-mauresque. C'est pas mal, hein? Ça change du bardage métallique, une charpente métallique simple avec un bardage métallique. Et pourquoi pas, là, la question, comme on disait tout à l'heure pour les marchés, pourquoi pas un jour, comme ils sont à l'abandon, pourquoi pas réhabiliter ces bâtiments-là et en faire un usage différent ou un usage identique, ou je sais pas. Là, on passe à une autre famille, les bâtiments industriels. Les bâtiments industriels, c'est quoi?
Les usines, voilà. Ah, j'ai dû me tromper de photo, là. Ça doit se trouver normalement où, ça? C'est pas une usine. C'est quoi, selon vous? C'est le bloc administratif d'une usine. Bah, d'une usine, d'une unité industrielle. Mais ça ressemble pas à une usine quand on regarde bien. Il y a un stade de foot, de tennis, une piscine, une mosquée, un réfectoire. Et après, ouais, bon, après oui, c'est vrai, derrière, il y a une usine. Vous savez c'est quoi? C'est une aciérie laminoire, à Bétéwa, à Oran. Bon, c'est pas une entreprise algérienne, c'est une entreprise à la base qui est une entreprise turque qui fabrique de l'acier. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une unité de production industrielle qui nouvelle génération, qui met tout en œuvre pour mettre à l'aise ses opérateurs. Donc l'espace est agréable pour que les opérateurs soient productifs. C'est pas mal, hein? Bon, là, on voit le réfectoire, par exemple. Ça donne envie de travailler, non? Alors, j'ai cité juste un exemple, mais il y en a d'autres, hein, donc, pour les usines. Alors là, on passe à une autre famille qui sont les espaces et parcs de loisirs. C'est quoi? Ibn Khaldoun avait compris si longtemps avant nous combien le temps de l'histoire fluctue. Dieu n'avait rien écrit, ni programmé. L'histoire n'est que le récit de ces créatures en train de sillonner des paysages mobiles, quoi, selon vous, dangereux et magnifiques, au relief accidenté. D'abord granuleux, puis épuré comme un banc de sable qui avance dans un lit de mer, ou glisse le long de dunes, elles-mêmes nomades au sein de l'ergue. Leur immense paysage, où chaque fois qu'ils... C'est un parc aquatique. Les Ibans, vous connaissez? Biskra. On parle des Ibans, automatiquement c'est Biskra. Donc c'est un parc aquatique dans une palmeraie de 40 hectares, je crois. Bon, le parc aquatique, c'est qu'une partie du projet total. Parce que dans le projet total, il y aura également des hôtels, il y aura un centre commercial avec une architecture régionale et une cité du cinéma. Le parc aquatique a été dessiné par le paysagiste Kamel Wafi, qui est un paysagiste algérien qui réside en Allemagne, qui dernièrement a obtenu un prix, je crois. Donc, il y a à l'intérieur de ce parc aquatique, on retrouve, je crois que c'est l'un des plus grands parcs aquatiques d'Afrique. Hein. Donc, on retrouve 32 toboggans, une rivière artificielle de 700 mètres de long. Et donc, ça se situe à Biskra. On voit ici avec la palmeraie. Et ça fait un peu effet féerique parce qu'on est dans une palmeraie, et on a toute cette eau-là, et ça, c'est vraiment un espace qui est très agréable. On passe à un autre exemple. C'est quoi? Un stade de quoi? Un stade de basketball. Décoré de façon artistique. Vous voyez comment il était auparavant.
is what it is. Creeping on the come up. Six is yours for the taking now. Creeping on the come up. Vous aimez? Vous voyez comment il a... L'artiste, c'est Snek. C'est un artiste algérien qui est quand même connu. Hein, qui est connu par la calligraphie. Lui, il fait beaucoup d'art, street art. Et il utilise beaucoup la calligraphie. Vous voyez comment on peut également transformer des choses. Donc, un stade banal qui a vraiment été décoré artistiquement. Là, ça nous amène à parler du street art, l'art de rue. Là, c'est écrit Algéria, Alegría. Alegría, c'est la joie en espagnol. Et là, ça, c'est sur à l'Institut Cervantes à Alger, l'Institut espagnol. Et là, c'est un travail. Là, c'est fait par des milliers, par des centaines de personnes qui chacun est venu dessiner avec ses mains sur le mur. Eux, ils ont juste fait l'entourage de Alegría et après chacun est venu faire son cocktail d'art. Et là, de plus en plus, on retrouve le street art dans nos villes pour, par exemple, ici, habiller un pignon d'immeuble. Ou, bon, ça, on le connaît, c'est les escaliers. Ou là, c'est à Soukaras, par exemple, les escaliers, comment ils ont été décorés. Donc, pour un peu se défaire de cet aspect urbain, brut des villes, eh ben, on peut imaginer des choses comme ça. Vous, architecte, demain, vous pouvez faire appel à un artiste pour embellir, par exemple, votre pignon d'immeuble. Quand vous avez un pignon sur 10 étages, une façade aveugle, pourquoi pas, au lieu de le laisser tout blanc comme ça, ben là, on le voit, pourquoi pas faire quelque chose d'intéressant. Et là, notamment, c'est quelque chose qui nous renvoie un peu à l'Algérie. Ça vous donne des idées? Alors, on passe du street art, on va passer un peu aux immeubles de bureaux. Vous savez, c'est quoi les immeubles de bureaux? Bon, l'immeuble de bureau, c'est bien, on travaille et on repart, c'est tout. Or que maintenant, les nouvelles générations de bureaux, c'est à l'image de YouTube, des bureaux YouTube et des images de Google, c'est des bureaux dans lesquels on vient, bon, on va pas parler de celui-là pour l'instant, mais on va parler plutôt de cet exemple-là. C'est des immeubles, enfin, des bureaux dans lesquels on vient, on doit se sentir aussi bien dans l'espace de travail, mais aussi bien à la maison. Encore plus avec ce qui se passe avec le Covid et tout, donc on doit vraiment se sentir dans une atmosphère décontractée. Et donc là, on cite cet exemple-là, donc c'est des bureaux d'une agence audiovisuelle sur Alger. On ne sait pas si on est dans un salon ou si on est dans un bureau. Vous aimez? Donc là, en arrière-plan. Comment? En arrière-plan, on retrouve les bureaux en open space, il y a des box de travail individuels, il y a des phone booths, mais aussi il y a des petits espaces informels comme ça pour se sentir un peu décontracté. Là, c'est la salle de réunion, par exemple. Vous voyez le sol? C'est beau? Là, c'est une mosaïque de zellage, de carreaux de faïence algérienne. Et l'architecte, là, il a voulu créer une mosaïque pour embellir la chose, mais dans une atmosphère contemporain. Donc ça marque pas, ça fait pas de traditionnel. Mais là, le traditionnel et le contemporain se marient très bien. Donc là, ça nous amène à parler un peu du zellage, ou zellage sur Alger, du zellage sur l'ouest algérien. Et là, notamment le zellage, donc c'est des carreaux des carreaux de revêtement muraux, donc c'est de la faïence, qui est faite main. C'est pas industriel. C'est ce qu'on retrouve dans les palais de la Casbah, notamment. Bon, à l'origine, dans les palais de la Casbah, quand ça a été construit, ces carreaux étaient importés, bien sûr. Ils étaient importés d'Andalousie, ils étaient importés même de Suède, de Norvège. Mais aujourd'hui, il y a toute une génération d'Algériens qui sont mis à produire ces carreaux-là, notamment la fameuse famille Boumehdi,
qui a travaillé énormément avec, on voyait tout à l'heure, avec Pouillon, dans tout ce qui était, dans ses hôtels, tout ce qui était mosaïque, c'était Boumerdi qui le faisait. Et d'ailleurs, la plus grande, moi j'ai pas la photo ici, mais la plus grande œuvre de mosaïque au monde se trouve à Oran. Ça a été fait par Boumerdi également, Palais des Congrès, à côté de l'hôtel, on appelle cet hôtel-là. Donc le nouveau palais de congrès d'Oran. Donc il y a toute une fresque sur un pignon d'immeuble qui est la plus grande œuvre de mosaïque au monde. On continue un peu, là on a enchaîné un peu avec l'artisanat algérien. Et là c'est pareil, donc pourquoi vous, architectes, pour meubler vos espaces et donner du cachet à vos espaces, avoir recours à du mobilier algérien. Nous a tendance à aller dire on va prendre du mobilier scandinave, ce qui est tendance actuellement. Mais pourquoi pas travailler avec des fournisseurs algériens qui le font très bien maintenant, avec des accessoires qui sont aussi bien modernes que contemporains. Vous connaissez ça, cette matière-là? C'est Hanbal, qui est remis au goût du jour actuellement et retravaillé par toute une génération d'artistes. On le voyait tout à l'heure dans l'hôtel de Bousten, pour la tête de lit par exemple. Là on retrouve de la vannerie comme table basse, des poufs, etc. Donc ça, marié dans un espace contemporain, ça rend quelque chose de très, très agréable. Vous aimez? Ça c'est toujours dans l'artisanat algérien, c'est ce qu'on appelle l'art de la peinture sur bois, sur les plafonds. Et pour l'histoire, c'est qu'on le retrouvait surtout à Constantine, dans les palais de Constantine et d'Alger, où les Dey auparavant apportaient du cèdre de Kabylie et peignaient leurs plafonds avec ces espaces-là. Enfin, ils peignaient les plafonds comme ça, par exemple. On le retrouve également, cet art de peinture, on le retrouve dans les coffres, on le retrouve dans les berceaux, on le retrouve dans plein d'éléments du mobilier algérien, que maintenant, également, beaucoup de beaux-artistes retravaillent et en font un... Alors là, le jeune, il est en train de restaurer un coffre kabyle. Et ces coffres-là, nous, on n'y prête pas attention, les Algériens, nos grands-parents, etc. Mais il y a des étrangers, ils viennent et les achètent à prix bas, et les restaurent et les vendent à prix haut. Parce qu'on n'a pas su les mettre en valeur. Pareillement pour les jarres, pareillement pour le Hanbal, on le voyait tout à l'heure. On avait tous du Hanbal à la maison, on ne le voulait plus, personne n'en voulait. Et maintenant, ça se vend à prix d'or pour être restauré. Les ouvrages d'art, vous savez c'est quoi les ouvrages d'art? Les ponts, les barrages, les phares, tout ça, c'est ce qui est ouvrage d'art. Et il y en a beaucoup en Algérie, mais nous on va parler de ça. Vous savez c'est quoi? Les blocos. On en trouve de partout. C'est dû à la Seconde Guerre mondiale, la guerre de la Thawra Jazairiya, ou aussi la décennie noire. Donc beaucoup de ces blocos, de ces miradors ont été construits sur les montagnes, au bord des routes. Parfois, sur l'autoroute S-Ouest, on en trouve, ils n'ont jamais servi. Ils n'ont jamais été utilisés. Généralement, c'est des bâtiments carrés,
sur 2 étages. Là, c'est ce qu'on appelle les meurtrières. Au rez-de-chaussée, on retrouvait l'hébergement des soldats ou des gardiens. Premier étage, c'était la transmission. Au dernier étage, c'était la mitrailleuse. Et donc, tous ces éléments, ça c'est en Kabylie, hein, je crois. Elle est faite en pierre. Et donc, tous ces miradors-là, aujourd'hui, ils continuent à... Alhamdoulilah, on n'est plus en état de... La sécurité est revenue, mais ces bâtiments sont devenus maintenant abandonnés. Et on se pose, pourquoi pas se poser la question de pouvoir les réutiliser. Donc il y a plusieurs personnes qui ont proposé des choses. Il y en a qui ont proposé des tours de contrôle pour éventuellement dans les montagnes pour les départs de feu, comme on a vu dernièrement cet été. Donc avoir peut-être des choses pour les gardes forestiers. Ce serait peut-être des maisons pour des gardes forestiers. Ça pourrait être également des haltes, des auberges, des maisons d'hôtes. Par exemple, là il y a un concept qui a été fait autour pour pouvoir transformer ces lieux-là en écologe. Comme la randonnée de plus en plus intéresse les Algériens, donc les gens s'intéressent de plus en plus à la randonnée, pourquoi pas en faire des zones de halte, les gens s'arrêtent pour bivouaquer sur place ou pour manger sur place et repartir vers un autre circuit. Alors là, on va parler d'un barrage d'eau, qui se trouve à Brézina. Vous connaissez Brézina? Bon, déjà, le paysage, c'est un paysage lunaire. Donc Brézina, c'est un... Je vous laisse voir la vidéo, vous allez comprendre c'est quoi. C'est le Colorado algérien. Vous connaissez le Colorado aux États-Unis? C'est dans la wilaya de Bayad. Et donc, on retrouve un barrage, c'est le barrage de Brézina, qui est dans... Il n'y a rien de particulier dans ce barrage, sauf c'est le paysage qui est magnifique. Donc on le voit ici, ce paysage lunaire. On est dans le sud, enfin on n'est pas dans le Bayad, c'est pas tout à fait le sud, mais quand même on est déjà bien avancé dans le sud. Mais ce paysage-là digne des films hollywoodiens, les films de western, et avoir ce point d'eau ici pour irriguer la palmeraie de Brézina, pour moi je pense que c'est un très bel exemple à... Donc, avec les ambassades, la dernière famille, la famille des ambassades, et tout comme les hôtels, comme on parlait tout à l'heure, et comme on parlait également des palais d'exposition, l'ambassade, c'est l'image, elle reflète l'image du pays dans lequel elle se trouve. Et là, on va citer 2 exemples. L'ambassade d'Algérie à Rabat, au Maroc, qui est une très belle ambassade qui reprend l'architecture algérienne, et notamment avec ses éléments, les qubou, les revêtements, on le retrouve ici. Mais là, un autre exemple, l'ambassade suisse à Alger. Donc, on a vu une ambassade algérienne à l'étranger, on a vu l'ambassade suisse en Algérie. Ce qui est intéressant, c'est que eux, ils se sont adaptés comment on appelle ça, un peu au climat algérien. Donc ils ont créé cette double peau sur le bâtiment. Et ce motif-là est inspiré à la base de la croix rouge, enfin la croix qu'on retrouve sur le drapeau suisse. Donc, vous voyez le bâtiment. Et tous ces détails-là, donc notamment sur la peau, on le retrouve même à l'intérieur. Donc vous voyez ici, par exemple, le revêtement de sol, on retrouve ce motif-là. L'architecte a voulu reprendre ce motif-là de la façade, le reprendre sur le sol. Et moi, pourquoi j'ai voulu parler de cet exemple-là, c'est que ce bâtiment a été réalisé par une société algérienne.
Ça n'a pas été fait par les étrangers. Là, on voit par exemple le procédé pendant la mise en place du moucharabier de la façade avec tout le ferraillage, là, comment il a été réalisé. Et c'est un ferraillage qui est galvanisé parce que comme ils ont coulé en béton blanc, il fallait pas qu'après il y ait l'effet de rouille qui sorte. Donc comme le béton a été laissé blanc brut, donc il fallait travailler avec de l'acier galvanisé. Voilà. Donc on a fini notre survol d'architecture en Algérie. On a essayé. Comme je vous disais au début, donc c'est un extrait qui est tiré d'un ouvrage un peu plus complet, c'est une rubrique numérique qui s'appelle les 101 projets d'architecture en Algérie, qui est accessible, donc vous pouvez aller sur Google et y accéder aisément. Donc vous tapez juste 101 projets d'architecture en Algérie, vous allez le trouver, vous y accédez. Il est disponible en version française et anglaise. Et il y a beaucoup plus d'éléments de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc ça se consulte comme un livre. Et vous pouvez même faire usage du sommaire pour pouvoir voir les familles qu'on a vues aujourd'hui. Et à chaque fois, un petit texte de description sur la chose. Donc, pour terminer, moi, je vais vous poser une question. J'aimerais bien que... Vous avez remarqué que j'ai rien mis sur Béjaïa. Je n'ai pas cité d'exemple sur Béjaïa, mais je l'ai fait exprès, mais il y en a beaucoup d'ailleurs. Et j'aimerais que vous me proposiez des exemples intéressant d'architecture qui se trouve à Béjaïa. Ne parlez pas des choses qui sont connues, hein, c'est pas le but, puisque là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on a essayé de parler de choses qui ne sont pas connues, enfin essayé, ou du moins pas assez connues. Nous, c'était de mettre en lumière certains exemples. C'est pour ça qu'on a fait ce travail-là. Donc c'est à vous maintenant de me proposer des exemples, des architectures authentiques, singulières, qui se trouvent dans votre ville, que ce soit à Béjaïa ou les alentours. Et je vais prendre note. Les phares. Oui. Vous connaissez le plus ancien phare d'Algérie? Le plus haut? Très intéressant, oui. Tout à fait. Le phare de Cap Carbon, c'est le phare le plus haut du monde, je crois. Voilà. Très bien. Très bien. Une histoire, voilà. Très bien. C'est très intéressant. Oui. Merci. Alors, les? Oui. Comme sur Béjaïa, par exemple. Là. Il y en a 5. 7. D'accord. D'autres exemples? Vous parlez fort, hein, parce que... Qalat Aït Abbas. Ça se trouve où? Ok, très bien. Oui? J'ai terminé, donc... Ok.